Est-ce que tout ça fonctionne? Oui. Hop là. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, on a inscrit qu'on commence à 19 h. On va patienter encore quelques 5 minutes pour que tout le monde puisse arriver sur le webinaire. Puis ensuite, on commencera. Je vous affiche quand même les consignes sur le webinaire. Comme ça, vous les avez devant les yeux pour patienter. Et, et puis, je reviendrai quand on commencera tout ça. On va encore attendre 2 petites minutes et ensuite on pourra commencer doucement.
Bon, on va commencer doucement. Bienvenue à tous. Merci d'être là ce soir pour un webinaire sur les panneaux photovoltaïques dans le logement individuel. L'objet de ce webinaire, c'est de vous donner le maximum d'informations sur l'installation de panneaux photovoltaïques, vous faire comprendre comment ça fonctionne, comment bien les installer et vers qui se tourner pour optimiser au mieux son installation et prévoir au mieux son installation. Euh, Aujourd'hui, on a autour de la table trois structures. La structure SPUL, qui se présentera ensuite, Enedis, que vous devez connaître de nom, et nous, Alec Westesson, que je présenterai plus en détail juste ensuite. Je vais laisser mes autres collègues se présenter rapidement, et puis présenter pour Thibaut les générateurs. Et ensuite, je détaillerai le contenu du webinaire et comment il va s'organiser. Thibaut, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Je suis Thibaut Rouquet, conseiller auprès des collectivités en rénovation énergétique au sein de l'ALEC West Essonne. Je fais également partie à travers l'ALEC West Essonne du réseau Les Générateurs, qui est un dispositif porté par l'ADEME afin d'apporter conseil et accompagnement aux communes pour leurs projets de photovoltaïque et plus ponctuellement de sensibiliser les habitants de ces communes comme lors de ce webinaire par exemple. Donc je vais laisser Ulysse Fourquin se présenter de chez Epsul. Bonjour à tous, Ulysse Fourquin de chez Espul et pas Epsul, même si la faute est assez régulière et sans rancune de notre côté. Je suis chargé de projet dans l'association Espul, référent particulier. Donc je fais assez régulièrement des animations justement sur ce thème du photovoltaïque particulier, notamment dans la métropole de Lyon, là où où notre association est basée. Et à côté de ça, on a la chance d'intervenir parfois en physique et sinon souvent dans des webinaires avec des ALEC ou des espaces France Rénov'. Comme ça, pour le sujet des particuliers, vous allez voir, on a plein de choses à dire. Voilà, je laisse la parole à Enedis. Merci. Bonjour à tous. Antonia Lecali, Ménédis. Je suis ingénieure territoriale sur la région est francilienne pour Enedis. J'accompagne habituellement des collectivités, mais aussi des particuliers ou des entreprises pour leurs projets d'autoconsommation collective, mais ce ne sera pas le sujet du jour. En tout cas, je pourrais vous parler de ce que Enedis peut vous apporter comme solution pour identifier vos projets suite à l'installation d'un panneau photovoltaïque sur votre logement individuel. Voilà, merci beaucoup et puis merci à Espul et à Enedis d'avoir accepté l'invitation. Et j'en profite pour me présenter aussi parce que je vois que j'ai oublié de me présenter. Donc je suis Sylvain Gulot, je suis conseiller France Rénov et Paris-Saclay Rénov, donc notamment sur le territoire de Paris-Saclay. Et j'accompagne donc les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique, et aussi donc d'installation de panneaux photovoltaïques ou d'autres types d'énergie renouvelable. Comment va se dérouler ce webinaire? Vous avez pu le constater, vous ne pouvez pas allumer votre microphone ni votre caméra. C'est pas grave, il y a toujours un chat où vous pouvez poser des questions. Il y a notamment l'onglet questions-réponses pour poser des questions et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Il y a une petite partie pour répondre aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser en cours et nous, on y répondra à la fin. De plus, le diaporama vous sera envoyé par mail. Donc tout ce qu'on vous diffuse, là, pas d'inquiétude, ce sera envoyé par mail. Vous pouvez prendre des notes évidemment, mais vous l'aurez dans votre boîte mail d'ici la fin de la semaine. Et de plus, le webinaire est actuellement enregistré, donc on mettra cet enregistrement sur YouTube. Et donc voilà, si vous avez des amis qui sont intéressés au genre de choses, vous pourrez leur envoyer le lien de la chaîne YouTube. Et évidemment, ne pas hésiter à les renvoyer vers nous s'ils ont plus de questions. Alors, l'ordre du jour. L'ordre du jour, il est assez fourni. On table sur 1h15, 1h30 de présentation avec les questions-réponses.
On a donc la présentation de notre structure, la Lake West Essonne. Ensuite, Thibaut et moi, on enchaînera sur les fondamentaux des panneaux photovoltaïques et aussi les idées reçues qu'on peut parfois avoir, et on va essayer de débunker un peu ça. Donc, nous, on va vraiment être sur la base, qu'est-ce que c'est un panneau photovoltaïque et comment ça fonctionne. Espul va rentrer dans un détail, dans le détail, notamment sur l'installation chez soi, comment on fait, quel modèle économique adopter. Vous verrez qu'il y en a divers, et aussi sur le choix de l'artisan. Et ensuite, Enedis va détailler un peu plus sur le raccordement des panneaux photovoltaïques et notamment sur comment connaître son autoconsommation. Puis ensuite, il y aura évidemment une partie questions-réponses. Donc je m'empresse d'enchaîner sur la présentation de ma structure qui est l'ALEC West Essonne. L'ALEC West Essonne, c'est une association qui a une mission d'intérêt général et qui est dirigée par des élus, donc des élus du territoire. On verra à peu près tout à l'heure c'est quoi ce territoire. L'association, c'est un espace conseil France Rénov'. Donc à ce titre, elle accompagne les particuliers et les copropriétés dans leurs projets de rénovation. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec nous si vous avez un projet de rénovation, pas que sur les panneaux photovoltaïques, hein, sur l'isolation, sur le chauffage. Prendre rendez-vous avec nous et on peut détailler avec vous que faire, comment le faire, à quel prix, et puis vous aider à la lecture des devis et ensuite, après les travaux, au suivi de consommation. Et on a aussi un pôle CEP dont fait partie Thibaut, qui accompagne lui plutôt les communes sur le territoire. Je vous passe le détail du secteur du bâtiment, vous avez les chiffres, certains d'entre vous les connaissent certainement. Le bâtiment, ça a un fort impact, un fort secteur qui émet beaucoup. Donc c'est important de rénover, d'où l'intérêt des associations comme les nôtres. Bon, je vous ai déjà un peu détaillé tout ce qu'on faisait, donc le conseil aux particuliers, aux copropriétés et aux collectivités. J'en profite pour le conseil aux particuliers pour notifier aussi qu'on a une mission de lutte contre la précarité énergétique. Donc, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de rénover leurs biens, on essaye de les aider avec la mise en place d'éco-gestes. Voilà. Donc on essaie d'avoir à peu près des solutions pour tout le monde, pour permettre de baisser les consommations d'énergie et donc les gaz à effet de serre. Sur le territoire, on est donc sur Paris-Saclay, sur le Pays de Limours et sur le Dourdanais. On a notamment sur Paris-Saclay l'étiquette de Paris-Saclay Rénov'. C'est certainement comme ça que vous nous avez connus, donc Paris-Saclay Rénov'. Nos locaux sont à Orsay, contrairement à ce qui est écrit sur la slide, il y a une petite erreur. Ils sont à Orsay, on a déménagé récemment. Mais on a aussi des permanences à Brie-sous-Forges et à Dourdan. Donc voilà, si vous êtes un particulier et que vous voulez avoir un rendez-vous pour votre projet de rénovation, il ne faudra pas hésiter à nous appeler pour prendre rendez-vous. Sur le conseil en particulier, parce que c'est ça qui nous intéresse un peu plus, on fait diverses choses. On fait donc de l'accompagnement, on fait aussi beaucoup d'événements de sensibilisation, comme on est en train de faire ce soir. Puis on a aussi une permanence, ça c'est important, une permanence téléphonique qui est ouverte 4 jours par semaine. Maintenant, 4 jours et demi, parce qu'on est aussi ouvert le jeudi matin, c'est seulement le jeudi après-midi qu'on n'est pas ouvert. Ce qu'on fait aussi, ce qui est important, on édite aussi beaucoup de documents, notamment des guides des aides, sur les aides à la rénovation énergétique, sur les aides financières. Vous avez dû beaucoup en entendre parler ces dernières semaines. Donc on met à jour ce guide constamment. Je vous incite à aller scanner le QR code qui va vous amener vers le guide. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de changements qui ont été annoncés sur les aides, mis à part qu'elles sont en interruption. Par contre, certainement qu'à partir de la mi-septembre, il y aura des changements. Et donc, le guide des aides sera mis à jour dès septembre pour vous aider à y voir plus clair sur ces aides. Évidemment, si vous avez plus de questions, il ne faut pas hésiter à nous appeler au standard ou par mail. Et on vous renseignera avec plaisir sur les aides que vous pouvez débloquer dans les projets de rénovation. Voilà, je vais laisser Thibaut enchaîner sur le fond de cette soirée, les panneaux photovoltaïques. Merci Sylvain. Alors, avant d'entamer la partie sur les fondamentaux des panneaux photovoltaïques, je trouvais intéressant de rappeler ce qu'est la démarche Négawatt.
C'est donc une démarche de transition énergétique durable qui va viser à prendre en compte trois piliers dans un ordre bien défini pour une rénovation énergétique durable, à commencer par la sobriété. On parle ici des éco-gestes ou encore de la régulation des systèmes de chauffage. Suite à cela, on va commencer à réfléchir à l'efficacité énergétique avec l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment pour finalement, lorsque ces deux piliers de la démarche auront été réalisés, commencer à penser à recourir aux énergies renouvelables, donc que ce soit le photovoltaïque, la géothermie ou encore la biomasse. Je vais te laisser passer la slide, Sylvain. Alors, comment fonctionne une installation de panneaux photovoltaïques? Ça peut paraître compliqué, mais c'est relativement simple à comprendre. La lumière du soleil va émettre en fait des photons qui vont frapper les cellules photovoltaïques du panneau. Ces cellules en fait vont être faites de silicium et vont au contact de ces photons produire un courant électrique continu. Alors le courant électrique continu, on ne peut pas le consommer tel quel étant donné que les habitations et que les bâtiments fonctionnent avec du courant alternatif et donc ça va être le rôle de l'onduleur qui va transformer ce courant continu en courant alternatif afin de le rendre utilisable par les appareils domestiques. Cette électricité, elle peut être consommée directement par le bâtiment. Elle peut être également stockée dans des batteries, même si les batteries sont encore relativement expérimentales et on n'a pas encore tout le recul sur sur le bon fonctionnement de ces batteries mêlées au photovoltaïque. Et cette électricité peut également être injectée dans le réseau public avec une potentielle revente qui mènera donc à une rémunération. Si on détaille plus précisément de quoi est fait un panneau photovoltaïque, on a ici un petit dessin assez représentatif. Donc on voit qu'en fait on a un cadre en aluminium qui va permettre de tenir ensemble tous les éléments du panneau photovoltaïque qui est composé en fait de cellules photovoltaïques. Donc ce sont ces cellules qui sont faites à base de silicium et qui vont en fait, à l'aide des photons, des rayonnements du soleil, produire l'électricité. Ce courant en fait va être conduit ensuite à l'aide des connexions en cuivre et ou en argent en fait qui vont servir à la fois de tenir toutes ces cellules ensemble et également d'avoir un rôle de conducteur. On retrouve également un film plastique qui va servir de protection contre à la fois l'humidité ou alors les petites poussières qu'on pourrait retrouver et du verre en fait qui va permettre également de rajouter une protection sur ce panneau. Ces panneaux vont être accompagnés de micro-onduleurs, comme je le disais précédemment. Donc, ces micro-onduleurs vont permettre de convertir le courant pour qu'il soit utilisable directement par le bâtiment. Et donc, si on peut passer à la suite, Sylvain, j'ai décidé de vous parler de quelques notions utiles et d'unités qu'il faut connaître, étant donné qu'on va beaucoup utiliser ces unités durant le webinaire pour pouvoir faire la dissociation notamment entre les kilowattheures ou les kilowatts-crêtes. Quand on parle de kilowattheure, on parle d'une quantité d'énergie électrique produite. C'est ce que vous allez retrouver sur vos factures, c'est ce que vous consommez. Tandis que le kilowatt-crête, c'est une puissance. Donc, c'est la puissance que va fournir en fait l'installation photovoltaïque dans les conditions STC. Donc, ce sont les conditions standards de test des panneaux qui représentent donc des tests avec des modules à 25 degrés Celsius et une irradiation solaire de 1000 watts par mètre carré. Donc on peut estimer que par exemple pour une puissance solaire installée de 1 kW crête, on estime qu'en Île-de-France, on peut produire annuellement environ 850 kWh, ce qui va représenter 2 à 3 panneaux et également 5 à 6 mètres carrés de panneaux. On part du principe qu'un panneau solaire photovoltaïque a une puissance comprise entre 400 et 500 watts crête.
Maintenant, je vais vous aborder les deux critères principaux, je dirais, pour pour une bonne production au niveau de votre installation solaire. Donc, c'est les facteurs desquels vont dépendre si oui ou non il est intéressant de franchir le cap et de se lancer sur le photovoltaïque. Donc, à commencer par l'ensoleillement. Qui va jouer un rôle très important sur l'intérêt de faire du photovoltaïque ou non. Ici, on voit une carte de la France avec l'ensoleillement en kilowattheure pardon, par kilowatt crête. Donc, on voit qu'en Île-de-France, on se situe entre 800 à 1000 kilowattheures par kilowatt crête. Et la deuxième caractéristique qui va être importante à prendre en compte, ça va être, voilà, donc l'orientation et l'inclinaison. On voit souvent des projets suite à des démarchages d'installateurs qui sont peu scrupuleux en proposant des installations, par exemple, nord ou nord-ouest, nord-est également. Donc, on voit ici le coefficient qui s'applique pour ce type d'installation. On va plutôt aller chercher des orientations sud, sud-ouest ou sud-est pour avoir le coefficient le plus proche de 1 possible. L'exposition sud avec une inclinaison du panneau de 30 degrés étant l'exposition la plus intéressante. Alors pour finir sur les bases, on voulait rapidement vous signaler que aussi pour construire son projet de rénovation, donc il y a la direction, l'inclinaison. C'est aussi important de regarder dans quel environnement vous êtes, et notamment si vous êtes dans des secteurs protégés, à titre de l'urbanisme. Là-dessus, il va être important de regarder, et c'est tout à fait visible sur Internet, si vous êtes sur un secteur protégé, donc si vous êtes à proximité d'un bâtiment remarquable ou historique, souvent des églises, ce genre de choses, il faut prendre des précautions sur les installations des panneaux. Et dans tous les cas, où vous soyez, il faudra faire une déclaration préalable de travaux à votre mairie. Euh, et, euh, et donc voilà, il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès de votre mairie pour voir ce qu'elle a inclus dans son plan d'urbanisme et comment mettre au mieux, le plus facilement, ces panneaux photovoltaïques. Disons que c'est quand même une des premières cases à cocher avec l'ensoleillement et la position de votre toiture avant de se lancer pleinement dans un projet de panneaux photovoltaïques. Ça pose en tout cas tout à fait les bases. Donc voilà, là on vous a inscrit à peu près les bases sur qu'est-ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque, comment ça fonctionne et quelles sont les notions. On va passer maintenant à une petite session de questions-réponses. Alors évidemment, vous ne pouvez pas répondre avec vos micros. Donc à chaque fois, je vais poser la question et je vais vous laisser 15 secondes pour réfléchir, voir les a priori que vous avez peut-être en tête. Et puis on va essayer de voir si les a priori sont vrais, s'ils sont faux. Et voilà. La première question, c'est un petit bonhomme qui nous dit, et ça arrive souvent, que les panneaux photovoltaïques sont pleins de terres rares. Voilà, notamment de terres rares qui viendraient de Chine et qui sont inaccessibles en Europe. La réponse qu'on fait, c'est que il peut y avoir parfois une confusion entre ce que sont des terres rares et des matériaux critiques. Terres rares, c'est une catégorie dans le tableau périodique des éléments qui se nomme comme ça pour des raisons historiques. Il n'y en a pas de présent dans les panneaux photovoltaïques. Par contre, en revanche, ce qui est présent dans les panneaux photovoltaïques, c'est des matériaux qu'on va appeler critiques, notamment de l'argent et du cuivre. Ils sont considérés comme critiques. Pourquoi? Parce qu'en Europe, sur le sol européen, on a peu le moyen de se fournir de ces matériaux. On doit en demander, s'en fournir dans d'autres régions du monde, et notamment en Chine. Euh, c'est d'autant plus important à savoir que ces matériaux critiques, notamment le cuivre et l'argent, ne servent pas que dans la production de panneaux photovoltaïques, ils vont servir aussi dans beaucoup d'autres choses qui servent pour la transition énergétique, notamment l'électrification. Donc voilà, donc c'est en tout cas une notion à avoir en tête, et il faut considérer le cuivre et l'argent comme des matières qui ne sont pas facilement accessibles, et donc il faut user avec parcimonie et avec intelligence. Voilà pour la première idée reçue. La deuxième idée reçue, que vous avez dû beaucoup voir, les panneaux photovoltaïques ne se recyclent pas. Voilà, je vous laisse réfléchir quelques secondes là-dessus.
ce qui est fait comme réponse, ce que l'autre petit bonhomme nous fait comme réponse, c'est que les panneaux photovoltaïques, ça se recycle quand même assez bien. Déjà en France, on a une structure de recyclage qui est bien organisée. Ça nous permet de recycler sur le sol français en grande partie. Et c'est d'ailleurs obligatoire. Un panneau, comme l'a dit tout à l'heure Thibaut, ça va être composé à 70% de verre et à 15% d'aluminium. Tout ça, ce sont des matériaux qui se recyclent aisément. Par contre, il va falloir faire une distinction entre la valorisation et le recyclage. 95% d'un panneau peut être valorisé. Par contre, valoriser, ça ne veut pas dire que on va obtenir avec un panneau recyclé 0,95 panneaux. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que certains matériaux perdent en valeur lors du processus de recyclage. Donc, on arrive très bien à recycler tout ça, mais pour autant, un panneau ne nous fait pas un nouveau panneau ensuite. On a des processus un peu plus compliqués. Et donc toujours, on va avoir une vigilance, notamment sur ces matériaux critiques que j'ai évoqués tout à l'heure. Troisième idée reçue, qu'on voit beaucoup, que j'ai beaucoup en rendez-vous, la construction des panneaux demande plus d'énergie qu'ils produisent. En gros, on a une somme d'énergie utilisée pour construire ces panneaux, et ces panneaux perdraient en durée de vie avant de rentabiliser cette fameuse somme d'énergie. Bah, c'est plutôt faux. C'est même très généralement faux. Pour un système voltaïque assez classique, en silicium monocristallin, sa fabrication, elle est rentabilisée en 1 an. Et on fait des progrès techniques là-dedans, notamment entre 2015 et 2020, on divisait par 2 cette question de rentabilisation de l'énergie. Donc, en termes strictement énergétiques, c'est vite assez rentable d'installer un panneau au niveau de la société. Et dernière idée reçue, c'est un peu lié à celle qu'on vient de voir. Les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie très courte. Ils s'usent assez rapidement. Et donc, il faut les remplacer assez vite. Et donc, du coup, énergétiquement, c'est pas, écologiquement, c'est pas intéressant. Ça, c'est une idée reçue qu'on a beaucoup. Elle est assez fausse. La durée de vie d'une installation, c'est estimé à au moins 30 ans. On a certes une perte d'efficacité par an, qui est de 0,5%, mais c'est pas énorme. Et très souvent, les fabricants de panneaux garantissent une durée de vie de 25 à 30 ans, ça dépend lesquels, avec une puissance qui reste au moins égale à 80% de la valeur initiale. Donc, c'est quelque chose qui dure quand même assez longtemps pour une technologie. Par contre, la dégradation, elle peut varier en fonction du type de module et puis aussi en fonction du type d'environnement qu'on a. Voilà. C'était donc pour les idées reçues. Je vais laisser Ulysse enchaîner sur la valorisation de la production photovoltaïque. Merci Sylvain. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, non, vous m'entendez pas? Oui, on t'entend. Ah, génial. Eh ben, parfait. Tu peux passer alors, puisque c'est toi qui Ouais. passes les slides. Voilà, je vais vous faire une rapide présentation d'Espul. Après, je vais vous décrire ce que c'est l'autoconsommation, pour qu'on soit sûr d'être sur la même longueur d'onde, parce qu'il peut y avoir des petites incompréhensions parfois, et même il peut y avoir certains installateurs mal intentionnés qui peuvent mal vous vendre vous décrire ce que c'est que l'autoconsommation, et ça peut vous porter à confusion. Après, on va voir quels sont les modes de production, de la valorisation de la production, pardon, les différents modèles économiques associés. Je vais vous donner des petites astuces et points d'attention pour le lancement de votre projet. Et enfin, on finira par les prix constatés des installations aujourd'hui et les prix de la valorisation du surplus dans le cadre de l'obligation d'achat actuellement, sachant que ces prix évoluent tous les trimestres et vont évoluer au 1er juillet. Donc là, ce que je vais vous dire, ça va être valable pendant 5 jours et malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire la suite. Mais je vous donnerai une petite astuce où est-ce que vous pourrez les retrouver à partir du 1er juillet. C'est bon, Sylvain, tu peux passer. Alors, Espul, on a été créé en 91, on est une trentaine de salariés. Et notre mission, c'est donc notre objet social, c'est contribuer à l'avènement d'une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant les valeurs d'équité et d'intérêt général. On est un acteur assez singulier du monde de l'énergie.
On a la chance d'être plutôt écouté, consulté, écouté dans le cadre des instances de concertation et des instances gouvernementales. Donc on a une grosse action de plaidoyer. On fait une remontée des acteurs du terrain et notamment des producteurs non professionnels d'énergie photovoltaïque. Et à côté de ça, on fait de la R&D, on accompagne des collectivités, des entreprises, on donne beaucoup de formations aussi. Et on a de diverses activités depuis une trentaine d'années et on est là, une petite trentaine de salariés. Tu peux passer, Sylvain, si ça veut bien marcher. Hop là, ça ne veut plus marcher, c'est bon. Ah, voilà. Pour la petite histoire, Espul a été créé parce qu'on a raccordé au réseau la première installation photovoltaïque en 92. Alors là, vous avez la chance d'avoir Enedis qui va vous décrire les procédures pour raccorder une installation après moi. À l'époque, ces procédures n'existaient pas, justement. Donc, c'était pas très clair, en fait, ce qu'on pouvait faire. Et nous, les fondateurs de l'association, ont voulu faire une collecte citoyenne. Ils ont réuni 100 000 francs à peu près. Ils ont développé un des premiers onduleurs utilisés en France et ils ont raccordé la première installation raccordée au réseau en 92, qui s'appelle Phébus 1. Et Phébus 1 qui tourne encore, enfin qui produit encore aujourd'hui. On a dû changer l'onduleur au début des années 2000, je crois. Mais sinon, les panneaux, on les a testés il n'y a pas longtemps et ils ont encore 80% de leur puissance d'origine. Donc, tu parlais de la durée de vie d'une installation photovoltaïque tout à l'heure, Sylvain. Nous, on dit en général les panneaux sont performants pendant au moins 30 ans et on peut dire qu'on l'a vérifié. Nos panneaux ont un peu plus de 30 ans et marchent encore à 80% de leur puissance d'origine. Voilà pour la petite introduction. Sachant qu'en général, on a plus tendance à dire ce qu'on appelle accompagner, outiller les relais. Donc nous, on est rarement en contact direct avec les particuliers, un petit peu sur la métropole de Lyon, mais sinon on est là justement pour donner des outils, typiquement à l'ALEC, ou pour venir intervenir dans des événements comme ça. Peut-être que vous nous connaissez si vous avez déjà fait des recherches sur le photovoltaïque via le site photovoltaïque.info. Ça, c'est nous qui l'animons. Dans le cadre du Centre national de ressources pour le photovoltaïque, qui est soutenu en partie par l'ADEME, mais aussi via d'autres fonds de mission qu'on fait à côté et par des dons et du mécénat. On a aussi l'outil Évaluer mon devis, .photovoltaïque.info, qui permet d'évaluer en fonction du prix des devis que vous avez dans les mains et de votre situation géographique, pardon, on m'appelle, j'ai raccroché, quelle pourrait être la rentabilité, le temps de retour sur investissement de l'installation. À savoir qu'en automne aussi, on va sûrement sortir un outil dont on n'a pas encore défini le nom, mais il y aura des communications, on le transmettra à l'ALEC qui pourra vous le transmettre, un outil d'accompagnement des particuliers beaucoup poussé dans leur projet. Donc si en fin d'année, vous n'avez pas encore sauté le pas pour votre installation, j'espère que vous pourrez utiliser notre outil. Voilà, tu peux passer Sylvain, merci. Alors, premier point qu'on va aborder, c'est les aides de l'État dans le cadre du photovoltaïque. Tu peux passer Sylvain. Alors, première chose, les panneaux à 0 €, vous avez sûrement vu les pubs. Alors, même s'il y en a un petit peu moins maintenant, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aide d'État pour avoir des panneaux à 1 euro. La seule aide d'État qui existe, c'est l'obligation d'achat. L'obligation d'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre installation répond à certains critères, notamment être réalisée par un installateur qualifié et certifié, style RGE, alors vous pouvez prétendre à la signature d'un contrat avec EDF obligation d'achat pour vendre vos kilowattheures, la totalité de la production ou le surplus, on le verra juste après, à un prix défini et fixe pendant 20 ans. À côté de ça, vous avez la prime à l'autoconsommation. Ça veut dire que cette prime, elle représente, si vous valorisez votre production en autoconsommation avec vente de surplus, on va voir après ce que c'est, vous avez une petite prime à l'investissement qui a pas mal diminué ces temps-ci, donc elle n'est pas énorme. Attention, ces aides ne sont pas cumulables avec d'autres aides locales à l'investissement. Ça veut dire que si demain, votre commune décide de vous donner 500 € pour une installation photovoltaïque, attention, si vous acceptez ces 500 €, vous n'avez pas le droit d'avoir l'obligation d'achat. Ça, c'est l'application d'une réglementation européenne. Alors, comme on va voir, maintenant, il y a d'autres business models utilisant d'autres façons de valoriser la production que l'obligation d'achat qui sont en train de sortir. Donc, peut-être que dans certains cas, ça peut être pertinent si ces aides existent. En l'occurrence, j'ai vu très peu de communes qui proposaient des aides directes aux installations photovoltaïques. Voilà, tu peux passer Sylvain, merci. Alors, pour qu'on soit au clair, qu'est-ce que l'autoconsommation? Tu peux passer.
Alors déjà, là, on prend une courbe de charge de consommation. Ça peut être la consommation à peu près de votre maison. Donc on a dans l'axe des ordonnées la puissance et le temps, disons que c'est une journée. Le matin, on consomme un peu plus, on fait notre petit déjeuner, et le soir, quand on revient à la maison, on consomme un peu plus aussi. Tu peux passer, Sylvain. Je vous ai représenté ici votre talon de consommation. Le talon de consommation, ça veut dire que tout le temps, votre maison, elle consomme ça, c'est votre minimum. En gros, c'est les veilles de vos appareils, plus votre frigo, c'est le minimum de consommation de la maison. En général, on dit entre 300 et 400 watts. Ça dépend à quel point vous avez fait attention à ne pas avoir trop d'appareils branchés inutilement. Tu peux avancer, Sylvain. Là, je vous ai représenté une courbe de production photovoltaïque. Dans un exemple d'une journée totalement ensoleillée, sans nuages. Le matin, on commence à produire doucement, puis quand on arrive vers le milieu de journée, 10-14 heures, on est à notre pic de production, c'est le zénith du soleil, et après, notre production diminue, et évidemment, la nuit, on ne produit pas. Donc l'autoconsommation, qu'est-ce que ça représente? Tu peux passer, Sylvain. Ça représente bien la part de la production photovoltaïque qui est autoconsommée. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas confondre taux d'autoconsommation et taux d'autoproduction. Tu peux passer, Sylvain, s'il te plaît. Ah, ouais, vas-y, tu peux tout mettre. Autoconsommation, vas-y encore, ouais, n'est pas égal à autoproduction. Le taux d'autoconsommation, c'est vraiment la production utilisée sur la production totale. Donc, c'est la part de production photovoltaïque que vous allez utiliser. Mais ce n'est pas votre réduction de facture. C'est ça qui est très intéressant, enfin, qui est important de savoir. Certaines personnes peuvent confondre parfois. En gros, si vous produisez, avec votre installation produit 1000 kWh pendant une période T, et que vous autoconsommez 300 de ces kWh, vous aurez un taux d'autoconsommation de 30%. Vous aurez autoconsommé 30%, vous aurez autoconsommé voilà, 30% de la production. Mais si, à côté, vous avez une consommation d'électricité de 10 000 kWh sur cette période, vous aurez seulement autoconsommé 3% de 300 kWh venant des panneaux, et donc votre taux d'autoproduction, ce qui veut dire vraiment la part de votre total, le rapport entre la production utilisée localement et la consommation totale d'énergie du logement, dans notre petit exemple, sera de 300 divisé par 10 000, donc 3%, oui, 3%, tout à fait. À ne pas confondre avec les 300% qu'on aurait pu penser de base. Si vous avez un installateur qui vient un jour vous dire « oui, vous allez avoir un taux d'autoconsommation de 3%, et qui vous dit « ça veut dire que vous allez réduire vos factures de 3%, là, vous pouvez lui dire « monsieur, là, vous essayez de m'arnaquer, la porte est ici, et ne revenez plus jamais démarcher chez moi ». C'est une grande différence et c'est important de le comprendre. Grande différence entre taux d'autoconsommation et taux d'autoproduction. Autoconsommation part de la production photovoltaïque consommée, autoproduction part consommée sur la consommation totale d'énergie. Très important. Voilà, je voulais qu'on soit au clair là-dessus. On peut passer, Sylvain, si tu veux. Alors, les différents modèles économiques, vas-y, tu peux tous les afficher. On a, dans le cadre de l'obligation d'achat, la vente de la totalité et l'autoconsommation avec vente du surplus. Et hors obligation d'achat, autoconsommation avec stockage virtuel, la batterie virtuelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. La vente de surplus hors de l'obligation d'achat et l'autoconsommation totale. Je vais vous présenter la vente de la totalité, mais depuis quelques mois, on ne peut pas l'utiliser pour les installations de moins de 9 kW crête. Savoir qu'en général, les installations des particuliers, la moyenne qu'on voit, c'est entre 3 et 4 kg. C'est vrai que je ne sais plus si vous l'avez dit tout à l'heure, mais en général, 1 kW crête, c'est à peu près 5 mètres carrés de toiture. Donc si là, vous vous dites que vous avez 15 mètres carrés de toiture disponibles pour, et bien orienté, comme nous l'a très bien dit l'ALEC, disponible pour faire une installation, vous pourrez mettre à peu près 3 kW crête, etc. Si vous avez 20, 4, 25, 5, etc. Donc la vente de la totalité, vas-y, tu peux avancer un peu, Sylvain, je crois que j'ai autre chose en dessous. Voilà. La vente de la totalité, uniquement si vous avez une installation de plus de 9 kg, en fait, vous allez signer un contrat avec EDF Obligation d'achat qui dit que votre production va entièrement être vendue dans sa totalité à EDF Obligation d'achat. Donc pour ça, vous aurez deux compteurs. Un compteur pour votre consommation, votre Linky, et on va vous installer un nouveau compteur pour la vente de la totalité. Honnêtement, je vous le présente parce que c'est une option, mais maintenant, la plupart des gens valorisent leur énergie en autoconsommation. L'avantage de la vente de la totalité, c'est que vous allez très facilement pouvoir prédire le flux économique de votre installation.
En gros, on prédit assez facilement la production d'une installation. Comme on vous l'a dit avant, en Île-de-France, c'est à peu près 850 kWh par kW par an. Vous prenez vos kW, vous multipliez par 850, ça vous donnera votre production. Et je vais vous donner les tarifs de vente de la totalité tout à l'heure. Vous faites ça, votre production fois le tarif, et vous savez combien vous devriez gagner par an, à peu près. On peut passer à l'autoconsommation. En autoconsommation, dans le cadre de l'obligation d'achat, là, c'est vraiment différent. Si vous regardez un peu mon petit schéma, vous n'avez qu'un seul compteur Linky. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va connecter vos panneaux sur votre tableau électrique, qu'on appelle aussi parfois le TGBT, le général basse tension. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous connectez vos panneaux au compteur, au tableau? On dit que les électrons, ils sont flemmards, en fait. Ça veut dire que quand vous consommez de l'énergie et que vous produisez en même temps, eh ben les électrons ne vont pas passer dans votre compteur de consommation, ils vont aller au plus court, ça veut dire qu'ils vont aller directement des panneaux jusqu'à, par exemple, votre machine à laver, votre ampoule. Et comme les panneaux ils sont connectés sur le tableau général basse tension, eh ben, les électrons ils vont passer des panneaux à l'onduleur sur le tableau général basse tension et ils vont venir à votre charge, donc votre ampoule ou votre aspirateur ou autre, sans passer par le compteur de consommation. Donc, vous allez en fait réduire votre facture quand vous allez autoconsommer 1 kWh. C'est ça qui est très intéressant. Vous allez réduire votre facture, donc vous allez faire ce que vous allez économiser par kilowattheure, c'est ce que vous auriez payé normalement si vous aviez consommé ce kilowattheure en provenance du réseau. Actuellement, le tarif réglementé de vente d'EDF, il est de 19 centimes des broutilles. Ça veut dire que chaque kilowattheure autoconsommé, vous le valorisez à 19 centimes. Et après, si vous êtes en autoconsommation, donc valorisation en réduisant sa facture, avec vente du surplus à EDF OA, là, vous avez signé ce fameux contrat de 20 ans avec EDF obligation d'achat, et vous savez que pendant 20 ans, vous allez pouvoir vendre votre surplus à un tarif défini à l'avance. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, pour les installations de moins de 9 kg, ce tarif, c'est 4 centimes. Donc, kilowattheure autoconsommé, valorisé 19 centimes, kilowattheure de surplus, valorisé 4 centimes. Donc là, on se dit, oh mais dans ce cas-là, il faut que je maximise l'autoconsommation de mon installation. Et c'est vrai, mais quelle est l'installation qui a le plus grand taux d'autoconsommation? C'est un seul panneau. Et installer un seul panneau, ça n'a pas un grand intérêt. Donc l'intérêt, en fait, si vous avez un installateur compétent, il va regarder votre consommation et il va dimensionner au mieux possible l'installation par rapport à votre consommation pour maximiser votre taux d'autoconsommation. Vous aurez toujours un petit peu de surplus, sinon c'est que vous avez une installation vraiment trop petite, mais il va venir trouver l'équilibre technico-économique de la taille de l'installation par rapport à la puissance, par rapport à votre consommation. Voilà, on peut passer. Ça, c'était les deux options dans le cadre de l'obligation d'achat. Ensuite, on a l'autoconsommation avec la batterie virtuelle. Alors ça, on entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus d'installateurs qui le proposent. La batterie virtuelle, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelque chose de purement administratif. Alors déjà, pour profiter de la batterie virtuelle, il faut que votre fournisseur d'énergie vous propose le service de batterie virtuelle. Vous ne pouvez pas être chez EDF et avoir une batterie virtuelle à côté. Donc il y a 2-3 fournisseurs qui le produisent actuellement. Je vous incite à bien les comparer si vous voulez aller là-dessus. Ils ont des business models un petit peu différents, mais je vais vous donner des détails. Qu'est-ce qui se passe sur la batterie virtuelle? C'est qu'en fait, quand vous avez 1 kWh de surplus et que vous l'injectez sur le réseau, votre fournisseur il va vous dire « Ok, je l'ai stocké dans ta batterie virtuelle ». Physiquement, l'électron il sera allé au plus court. Ça fait longtemps qu'il a été consommé dans votre ampoule, hein, vraiment. Mais lui, administrativement parlant, il va dire « Ok, ce kilowattheure est stocké ». Et après, quand vous allez tirer un nouveau kilowattheure du réseau, on va dire que vous déstockez votre batterie virtuelle et donc vous allez économiser sur ce kilowattheure, mais il ne sera pas gratuit pour autant parce que vous devez payer les frais de déstockage selon les opérateurs et notamment les frais d'utilisation du réseau, le TURP, qui sont obligatoires pour chaque kilowattheure qui est passé par le réseau électrique. Donc votre batterie virtuelle, chaque kilowattheure stocké, n'est pas restitué de manière gratuite. Ça, c'est le premier coût qui pourrait être entre guillemets un petit peu caché. Ensuite, la plupart des opérateurs, pour activer les batteries, la batterie virtuelle, il peut avoir des frais qui peuvent aller de 300, voire 800, voire un petit peu plus, encore un petit peu plus d'argent que ça. Donc ça, c'est un premier coût qui est important, qu'il faut prendre en compte. Ensuite, vous avez un abonnement mensuel qui peut être selon la capacité de la batterie, donc combien de kilowattheures maximum vous pouvez stocker, ou bien selon la puissance de l'installation photovoltaïque. Et vous avez des frais de déstockage, je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc la batterie virtuelle, ça peut être alléchant.
je peux que vous inciter à bien, si vous pouvez même essayer de faire un tableau Excel pour bien valider le plan d'affaires avant de vous lancer dans la batterie virtuelle, ça peut être mieux. Sachant que les opérateurs de batterie virtuelle, c'est des opérateurs privés, et ce qui seront encore là dans 5 ans, c'est une question ouverte. Voilà, on peut passer à la deuxième façon de valoriser hors obligation d'achat. Là, c'est la vente du surplus hors obligation d'achat. Donc là, votre surplus, il n'y a pas d'histoire de stocker dans une batterie virtuelle. C'est pareil, il faut être chez. Alors non, il ne faut pas spécialement être chez un fournisseur. Vous pouvez avoir votre propre fournisseur d'électricité et être chez un autre acteur pour la vente de votre surplus. Là, pareil, nous on dit attention, il y a des frais de dossier pour l'activation d'achat du surplus, il y a un abonnement, et en général, le prix du surplus évolue tous les ans, voire tous les mois. Et en général, en été, il est entre 1 et 2 centimes. Donc voilà, il faut faire très attention. En fait, avec cette évolution du tarif tous les mois, on a beaucoup de mal à faire un business plan sur le long terme. Donc certaines personnes peuvent dire, oui, l'obligation d'achat, ça nous met le boulet au pied pendant 20 ans. Ce que j'entends, mais ça a cet aspect aussi, on peut prédire à peu près quel sera notre business plan, alors que sur ces offres dont le tarif évolue tous les mois, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pour ça. Et la dernière façon de valoriser l'énergie, c'est en autoconsommation totale. Donc là, vous autoconsommez les kilowattheures produits et vous vous engagez auprès d'Enedis de ne pas injecter de production sur le réseau. Donc pour ça, il faut avoir un appareil de mesure que vous mettez entre votre tableau basse tension et votre Linky qui va venir mesurer constamment si vous risquez d'injecter du surplus sur le réseau. Et au moment où vous risquez d'aller injecter, cet appareil va dire à l'onduleur, attention, réduis la production photovoltaïque pour être sûr de ne rien injecter. Si vous n'avez pas un très très haut taux d'autoconsommation, quand je dis très très haut, c'est supérieur à 90%, c'est un petit peu dommage d'être en autoconsommation totale, surtout sur des entre guillemets petites puissances pour des installations particulières. Voilà, donc en général, nous, ce qu'on recommande quand même, c'est de passer par l'obligation d'achat ou d'étudier la batterie virtuelle qui, avec les dernières évolutions de l'obligation d'achat, peut potentiellement être rentable, mais à bien calculer avant pour être sûr de ne pas se faire avoir avec ces coûts qui ne sont pas des coûts cachés, mais qui sont des coûts supplémentaires qu'on n'a pas dans le cadre de la vente de surplus. Voilà, tu peux passer Sylvain, s'il te plaît. Alors maintenant, le lancement du projet. La première chose que je veux vous dire vraiment pour faire votre projet photovoltaïque un succès, c'est il est urgent d'attendre. On réussit son projet photovoltaïque en prenant du temps. On ne signe rien à la va-vite. Et avec ça, du coup, il y a une deuxième règle qui est très très importante, démarchage, non merci. Que ce soit des démarcheurs qui viennent à pied directement chez vous, là, vous fermez la porte directement, que ce soit en foire, et soyez encore plus vigilants en foire, vous ne touchez pas un stylo sur un stand photovoltaïque en foire, parce que si par hasard, ils arrivent à vous cacher le devis et vous le signez, ce qui peut arriver, il n'y a pas de droit de rétractation en foire. Donc c'est très important de ne rien signer. Je tiens à préciser que là, je vous dis les cas un petit peu défavorables, il y a plein d'artisans photovoltaïques très compétents qui existent. Il y a quelques artisans qui peuvent être un peu des arnaqueurs qui existent, il faut faire attention, mais si vous suivez les conseils qu'on va vous donner là, je suis garanti qu'il n'y aura aucun souci pour votre installation. Voilà. Je ne veux pas être alarmiste. Je vous donne ici des petits points d'attention pour ne pas se faire avoir, parce que malheureusement, parfois, ça arrive. Donc, démarchage en foire ou réel, non merci. Et je ne sais pas vous, mais moi, je me fais harceler au téléphone, je me fais appeler 3 fois par jour pour me vendre des panneaux photovoltaïques. C'est mon métier aussi. J'ai volontairement mis mon numéro sur quelques sites auxquels je n'aurais pas dû. Ça, pareil, on raccroche tout de suite. Hein. Moi, parfois, ça m'est arrivé de leur répondre pour rigoler un peu en leur disant que j'y connaissais rien. Et un jour, on m'a quand même proposé, on m'a dit bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez la différence entre les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques? Non, je ne connais rien, dites-moi tout. Eh bien, figurez-vous que les panneaux photovoltaïques produisent la nuit avec l'énergie de la Lune. Alors là, j'étais bouche bée, j'ai appris quelque chose de vraiment très impressionnant. Mais évidemment, j'ai raccroché parce que je savais que c'était pour m'arnaquer et que ça n'existait pas. Voilà. Donc, comment trouver un installateur compétent? Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de demander à des connaissances, à des voisins, pas faire confiance à Internet, leur dire ah bah tiens, toi, mon ami, je vois que tu as fait une installation photovoltaïque, est-ce que tu en es satisfait? S'il te dit oui, tu peux faire venir son installateur. Mais même dans tous les cas, même si vous avez des recommandations, vous réalisez 2 à 3 devis et vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par l'ALEC qui étudiera les devis. Vous ne signez rien tant que vous n'avez pas fait comparer les devis par votre ALEC. Voilà, tu peux passer, Sylvain. Comment on lit un devis? Ce qui nous intéresse, c'est la puissance crête de l'installation. Donc, la puissance crête, par exemple, si on vous propose deux installations à 5 000 €, si on a une qui a 2 kW crête, une qui aurait
4 kW crête et une qui a 1 kW crête, et ben, vous savez qu'il y en a une qui, vous faites le ratio en fait euro par kW crête et vous voyez quelle installation est la plus chère par kW crête. Vous pouvez regarder aussi le productible. Donc le productible, c'est les kilowattheures que vous allez produire par an. Comme vous a dit Sylvain tout à l'heure, en Ile-de-France, vous êtes aux alentours de 850. Donc si l'installateur vous promet 2500 kWh par kW crête de productible, pareil, au revoir monsieur, merci d'être passé. Vous pouvez regarder aussi le matériel. C'est pas un des critères les plus déterminants, mais si la liste de matériel est bien détaillée, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà, on dit pose d'une installation photovoltaïque de 3 kW crête, c'est pas suffisant. On aimerait que les modules et l'onduleur soient détaillés. Autre point très très important, on veut que l'installateur, dans son devis, il vous donne son assurance décennale, son assurance responsabilité civile, et il faut bien que ça corresponde avec le matériel indiqué. Ça, vous lui dites son numéro d'assurance, et vous pouvez même, si vous voulez être très méticuleux, appeler l'assurance et vérifier qu'il est vraiment assuré pour ce qu'il va faire. Pareil pour le numéro de qualification professionnelle. Ça, c'est très important, ça montre qu'il a les compétences, il a les formations et le matériel pour réaliser de manière convenable l'installation. Pareil, il vous envoie son numéro de qualification et le numéro, vous allez le vérifier sur le site de l'organisme qualificateur et vous vous assurez, surtout c'est important, que la qualification soit encore valable quand il vous fait l'installation. Parce que les qualifications ne sont valables que pendant quelques années. Et enfin, vous vous assurez que la réalisation des démarches administratives est bien précisée. Parce que quand on fait une installation photovoltaïque, il faut faire une demande de raccordement, comme vous allez le voir juste après avec Enedis, mais il faut aussi faire une demande, une autorisation d'urbanisme, donc un permis de construire, une déclaration préalable en mairie, et ça, il faut absolument que ce soit fait. Vous pouvez aussi vous assurer de bien avoir une attestation consuelle qui vous est délivrée et une attestation de conformité sur l'honneur. Ça, c'est 2 points très importants. Tu peux passer, Sylvain, s'il te plaît. Pour le financement du projet, comme je vous l'ai dit, les installations à 1 euro, ça n'existe pas. Il ne faut pas rêver, ça c'est de l'arnaque. Si vous avez un installateur qui vient, attention aux crédits qui peuvent être proposés avec les installations. Il n'y a pas de crédit dédié au photovoltaïque qui existe. Donc si on vous propose un prêt photovoltaïque, en gros c'est un prêt à la consommation boosté. Donc vous pouvez, pareil, là vous dites non, attendez, moi je vais consulter ma banque et vous allez voir votre banque pour un prêt à la consommation parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et vous pouvez comparer les taux pour avoir le prêt le plus avantageux si vous voulez passer par ce mode de financement. Tu peux passer, Sylvain, s'il te plaît. Alors, je vais vous faire un petit point rapide sur les prix des installations et les prix actuels de la valorisation du surplus ou de la vente de la totalité. Aujourd'hui, donc pour un 3 kW crête qui est à peu près 15 mètres carrés, 6 à 8 panneaux, on est entre 6 et 8 000 euros. 8 000 euros étant vraiment un maximum. Si on vous propose une installation à plus de 8 000 euros, vous pouvez faire venir quelqu'un d'autre. Pour un 6 kg, soit 30 mètres carrés, on est entre 12 et 13 500. Et pour un 9 kg, on est entre 15 et 18 000. Vous le voyez, on a quand même des économies d'échelle qui sont qui sont conséquentes, du moins qui sont existantes. Voilà, pour calculer la rentabilité est très impactée par votre taux d'autoconsommation. Le taux d'autoconsommation, c'est donc la part de la production que vous allez autoconsommer. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, 1 kWh autoconsommé est valorisé à 19 centimes, quand 1 kWh de surplus est valorisé un petit peu moins que ça. Et même dans la batterie virtuelle, on peut vous faire croire qu'il sera valorisé au total. Il y a toujours des frais de déstockage ou des frais d'abonnement ou des frais d'activation. Autre point important, la rentabilité est fortement impactée par l'évolution du prix de l'électricité. Parce que votre installation, elle va durer pendant 20 ans. Donc actuellement, votre kilowattheure, vous l'autoconsommez, vous le valorisez à 19 centimes, mais tous les ans, l'électricité augmente un petit peu. Donc dans 10 ans, le prix de l'électricité coûtera plus, le prix du kilowattheure sera plus élevé qu'aujourd'hui. Ça, il faut bien faire attention. Dans les 30 dernières années, on a constaté à peu près 3 à 4% d'augmentation annuelle de l'électricité. Donc pareil, ça c'est un signe intéressant pour voir les installateurs qui viennent vous voir. S'il y en a un qui vous dit « Oh bah oui, l'électricité, ça augmente de 7% par an », merci d'être passé, monsieur, la porte est là. C'est important. 7%, c'est vraiment exagéré. Même si je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire quel sera le prix de l'électricité demain. Il y a des fortes variations. On a vu en 2022, on a eu une très grosse augmentation. Et après, on l'a vu en février, le tarif réglementé de vente a diminué de 20%. On était passé d'à peu près 25 à 21 centimes. Voilà. Je vois une question. Les prix présentés incluent en effet également la manœuvre et démarche administrative. Ça, c'est tout inclus. Si on vous propose un 3 kg à plus de 8 000 euros, tout inclus, TTC, c'est un petit peu exagéré. On peut passer.
Donc voilà, alors ça, je vous dis, les primes et les tarifs actuels qui vont évoluer au 1er juillet. Si vous voulez, au 1er juillet, voir les tarifs, vous pourrez aller sur photovoltaïque.info, onglet tarifs d'achat, et après tarif actuel. Enfin, vous verrez, c'est indiqué, et sinon, vous demandez à l'installateur de vous montrer vraiment quels sont les tarifs, ou vous demandez à vos conseillers de la LEC qui vous répondront avec exactitude. Donc aujourd'hui, la prime d'autoconsommation, pour une installation de 6 kg, par exemple, on a à peu près 500 €, et une installation de 9 kg, on est à 720. Pour les tarifs, depuis février 2024, les installations de 9 kg inférieures à 9 kg ne sont plus éligibles à la vente de la totalité. Et si vous êtes en autoconsommation avec vente du surplus, le surplus est valorisé à 4 centimes. Je redis tout à l'heure, quand le kilowattheure autoconsommé, c'est 19 centimes et le surplus, c'est 4 centimes. Attention, on peut être tenté à vraiment vouloir maximiser notre autoconsommation à 100%. L'installation qui a le plus d'autoconsommation, c'est un panneau. Un panneau, ce n'est pas très pertinent. Vous aurez toujours un petit peu de surplus. C'est un équilibre à trouver. Normalement, si vous êtes dans les mains d'un installateur compétent, il vous accompagnera à trouver cet équilibre. Voilà. Et après, au-dessus de 9 kg, on passe à, pardon, c'est pas grave, on passe à 7,61 centimes. Donc, si vous comptiez faire une installation de 8,7 kg, je vous conseille plutôt de faire une installation de 9,1. Ce sera beaucoup plus pertinent. Voilà, tu peux passer, Sylvain, s'il te plaît. On a un petit outil en ligne qui s'appelle évaluer mon devis photovoltaïque.info. Quand vous avez les devis, vous pouvez mettre la puissance du devis, le prix. Vous pouvez définir un petit taux d'autoconsommation. C'est bien parce que je pense qu'Enedis va vous montrer comment télécharger vos courbes de charge. Donc, vous pourrez peut-être voir comment calculer vous-même votre taux d'autoconsommation prévu, ou au moins les donner à votre installateur pour qu'il calcule. Et là, vous pourrez avoir un bilan économique assez précis. Voilà. Sinon, vous pouvez conseiller cet outil à vos conseillers France Rénov qui savent en général l'utiliser. Ça, c'est des taux d'autoconsommation qu'on vous donne de façon assez... qu'on a constaté, mais c'est très compliqué de savoir en avance un taux d'autoconsommation parce qu'il dépend vraiment de vos habitudes de consommation sur la journée. Là, si vous me dites, moi je consomme 4000 kWh et je vais installer un 3 kg, je vous dirais oui, on a constaté qu'en général, les taux d'autoconsommation peuvent être environ 35,4%, mais si vous êtes un très petit consommateur, voilà, si vous avez 4000 kg, vous n'êtes pas un consommateur d'électricité très faible, mais si vous consommez par exemple de l'énergie que la nuit, je ne sais pas pourquoi, votre taux d'autoconsommation sera plus faible que celui qu'on vous annonce là. Voilà, si vous reprenez ces taux, sachez que c'est vraiment des taux à titre indicatif. Ce n'est vraiment pas simple d'avoir comme ça un taux d'autoconsommation sans comparer des courbes de production et des courbes de consommation. On peut avancer, Sylvain. Une fois que vous avez une installation, par contre, il y a toujours moyen d'optimiser votre taux d'autoconsommation, notamment en décalant les consommations. Alors ça peut être tout simplement, en France, on a toujours été habitué à faire nos machines la nuit avec les heures creuses, et ça s'entend tout à fait. Et quand vous avez une installation photovoltaïque, vos machines et tous vos appareils consommateurs d'électricité, il faut les faire quand vous produisez beaucoup d'énergie. Donc, en milieu de journée, une journée ensoleillée. Pareil, si vous avez un véhicule électrique et que vous avez une installation photovoltaïque, c'est très pertinent de charger ce véhicule électrique par les belles journées ensoleillées, comme on a en ce moment, même s'il fait un petit peu chaud. Vous pouvez aussi contrôler votre ballon d'eau chaude. Pareil, historiquement, on le fait s'allumer la nuit. Quand il y a une installation photovoltaïque, ça peut être très pertinent de le contrôler en journée quand il y a du soleil. Il existe aussi des box d'autoconsommation qui, justement, viennent maximiser votre taux d'autoconsommation en envoyant l'électricité vers le ballon d'eau chaude ou autre. Ça peut être pertinent, ces box. Attention, il y en a certaines qui valent plus de 1000 €. Pas pertinent du tout, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Vous avez des petites box d'autoconsommation qu'on appelle routeurs aussi, qui coûtent quelques centaines d'euros, c'est déjà très pertinent. Vous ne vous mettez pas à plusieurs milliers d'euros pour une box autoconsommation, c'est vraiment pas pertinent. Voilà, et je vous ai mis un petit exemple en bas des décalages des consommations. Je me permets de répondre rapidement à la question que j'ai vue dans la conversation. Pouvez-vous préciser si on trouve des panneaux plug and play avec onduleur et micro-batterie? Je n'en ai jamais vu. C'est pas parce que j'en ai jamais vu que ça n'existe pas. Quelle est la qualité versus des panneaux fixes en toiture? Alors là, c'est vrai que je n'avais pas mis de point là-dessus. Les kits photovoltaïques. Vous en voyez sûrement de plus en plus. Ça se démocratise. Il y a plusieurs points d'attention là-dessus. Attention, pas plus de 2 panneaux par prise. Et ça, c'est vraiment très important. Si vous mettez plus de 2 panneaux, et que vous consommez beaucoup à ce moment-là, vous risquez d'avoir une surcharge de tension sur votre ligne que votre disjoncteur ne verra pas.
surcharge pouvant dire potentiellement risque d'incendie. Donc pas plus de 2 panneaux par prise, c'est très très important. Ensuite, attention, si vous voulez les mettre sur votre toit, vous touchez à la couverture de votre maison, ça peut être dangereux. Les kits photovoltaïques, c'est pas des jouets, il y a de l'électricité qui passe. Si vous touchez les 2 câbles d'un panneau en fonctionnement, vous allez être blessé si vous n'êtes pas mort. Voilà, donc les kits photovoltaïques aussi, quand on a une belle toiture, une belle grande toiture, ne pas mettre de nombreux panneaux sur cette toiture et juste se limiter à 1 ou 2 panneaux, c'est un petit peu dommage et nous on appelle ça gâcher un petit peu du potentiel photovoltaïque. Après, je suis conscient qu'une installation faite par un professionnel, ça coûte beaucoup plus cher que des kits. Donc pour les personnes qui n'auraient pas les moyens pour une installation professionnelle, ça s'entend. Mais nous, on recommande plutôt des installations professionnelles pour la sécurité électrique. Et aussi les kits, vous ne pouvez pas trop vendre le surplus. Même vous ne pouvez pas pour l'instant. Donc on vous incite à faire attention. Et si vous raccordez un kit, déclarez bien Enedis. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et c'est vraiment c'est interdit, tout simplement. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je laisse la parole à Enedis. Merci encore à l'ALEC de nous avoir permis de vous informer sur ce sujet. Et je reste pour répondre à vos questions à la fin si c'est nécessaire. Merci Ulysse et merci pour cette transition, c'était parfait. Vous m'entendez bien? Ok, Oui, parfait. très bien. Eh ben, c'est à moi. Du coup, je vais vous présenter, pour un petit rappel pour ceux qui ignoraient qui est Enedis, ce qu'on fait et qui on est. Et puis effectivement, je vais vous parler de comment estimer mon potentiel d'autoconsommation, enfin, ou du moins où trouver les données qu'Ulysse vous a déjà introduites, et ensuite comment faire ma demande de raccordement. On peut aller. Voilà. Donc, Enedis, qui on est? Donc, nous sommes un maillon du système électrique français. Vous avez les producteurs avec voilà, plusieurs types de production, les centrales nucléaires, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Et là, par exemple, hein, et donc là, on a plusieurs acteurs sur le marché. Vous avez ensuite le transport qui est géré par RTE. Et puis, vous avez la distribution. Donc là, c'est Enedis qui s'en occupe et on amène l'électricité jusqu'à votre maison, jusqu'à votre foyer. Et donc, nous sommes présents à 95% sur le territoire français. Donc, voilà, c'est nous qui amenons l'électricité. C'est donc ce qu'on appelle l'acheminement jusqu'au foyer. Ensuite, il y a le fournisseur d'électricité. Donc là, vous en connaissez plusieurs, hein, Total, Énergie, Engie. J'en ai plus d'autres en tête, mais il y en a un bon nombre. Donc, qu'est-ce que fait Enedis? Voilà, merci. Donc nous, effectivement, hein, on est 38 000 salariés sur la France. On raccorde et on traite, on s'occupe d'1,4 million de kilomètres de réseau sur toute la France. On a plusieurs implantations sur tout le territoire français et du coup, on s'occupe de 37 millions de clients. Et donc, on exploite et on modernise le réseau. On raccorde pour que vous ayez votre électricité. On s'assure du comptage, notamment grâce au compteur Linky. Et puis, on assure le dépannage 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine et de l'année. Et ensuite, on peut aussi conduire et piloter le réseau à distance. On a ce qu'on appelle des tours de contrôle, surtout grâce au compteur Linky qui aujourd'hui est communicant. Ça nous permet parfois d'intervenir à distance quand c'est possible. Donc, voilà globalement nos activités. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de nous, au moins pour le raccordement et pour le comptage dans vos projets d'autoconsommation. On peut avancer. Donc, comment analyser mon potentiel d'autoconsommation? Eh ben, on va vous recommander une chose déjà, c'est d'aller créer votre espace client particulier d'Enedis pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Vous tapez enedis.fr, il y aura une petite intitulée en haut à droite qui s'appelle Mon compte, et là, vous allez créer votre compte. Et qu'est-ce que vous allez voir sur votre compte? Donc, vous allez déjà vous identifier, prouver que c'est bien vous et que vous habitez à l'adresse indiquée, et saisir le numéro de PRM, c'est donc le numéro de PDL sur les factures. Vous allez voir le numéro de PDL sur la facture. C'est votre numéro de compteur, on va dire. Et c'est ce que vous allez raccrocher à votre compte. Et à partir de là, on vous mettra à disposition toutes les données que remonte le compteur. Donc là, on voit sur le compte qu'on présente ici, la personne, elle a consommé 145 kWh les 4 dernières semaines. Donc voilà. On peut avancer. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'intéressant sur ce portail, sur cet espace client? Eh bien, on peut retrouver les données de consommation journalière. Donc là, on est vraiment à la journée. Donc, on a une barre d'histogramme sur les derniers jours, mais on peut remonter jusqu'à 3 années en arrière. Et donc ça nous donne déjà une première idée de notre consommation. Ensuite, on peut avancer.
et c'est là où ça va devenir intéressant, on va avoir aussi sur la période ici ce qu'on appelle la courbe de charge, mais sur plusieurs journées. Donc ça ne va pas nous intéresser. On va aller ensuite, on va devoir zoomer sur une journée et c'est là que c'est intéressant. On va pouvoir avoir la courbe de charge au pas de 30 minutes. Donc pour chaque 30 minutes, quelle a été la consommation d'électricité qui a été consommée sur ce pas de 30 minutes. Et comme ça, vous allez pouvoir faire votre estimation d'autoconsommation et du moins déjà de consommation et voir, comme le disait Ulysse, à quel moment vous consommez le plus dans la journée et si effectivement vous devez décaler certains usages, comme il le disait, sur une machine à laver, la recharge de la voiture électrique, le lancement du ballon d'eau chaude. Si vous considérez que par rapport au potentiel solaire que vous pourrez avoir avec votre panneau photovoltaïque, vous ne consommez pas assez, à voir s'il y a certains usages que vous pourriez décaler. Et donc ces données-là, vous pouvez les télécharger. Excusez-moi, si jamais vous voulez les donner à l'ALEC, par exemple, pour vous aider à faire votre estimation de rentabilité sur votre projet d'autoconsommation. Voilà, donc là, j'espère que c'était clair. Déjà, avec ça, vous pouvez retrouver vos données. Et donc ensuite, eh bien, une fois que vous êtes prêt, que vous avez choisi vos panneaux et que vous vous lancez dans l'aventure, il va falloir faire votre demande de raccordement auprès d'Enedis. Donc même si vous êtes déjà raccordé pour la partie consommation, il faut quand même vous raccorder et déclarer ce raccordement auprès d'Enedis pour la partie production. C'est obligatoire d'un point de vue de la sécurité pour votre logement, de la sécurité des agents Enedis si un jour il y a besoin d'intervenir. Il faut réellement faire cette déclaration auprès de nos services. Et donc, quelles informations on va vous demander? On va vous demander la puissance de raccordement en kilowatts crête. On va vous demander quel type économique vous allez souhaiter faire. Donc, soit c'est de l'autoconsommation totale et donc vous n'allez rien réinjecter sur le réseau, soit vous allez revendre une partie du surplus, soit vous allez la vendre en totalité. Donc voilà, on va vous poser des petites questions comme ça. Et effectivement, Ulysse en parlait, il y a un consuel, c'est donc un document qu'on doit vous remettre au moment de l'installation de vos panneaux. Ça vous sera demandé aussi lors de votre demande de raccordement et donc c'est très important de le réclamer. Et idem, si vous faites de l'autoconsommation avec de l'obligation d'achat, le certificat RGE dont a parlé Ulysse également, il faudra l'avoir en votre possession, il vous sera demandé également. Pour avoir une petite idée de combien va vous coûter le raccordement, sur le portail client, toujours, vous avez la possibilité de simuler le raccordement. Donc, je vous ai mis ici la petite capture d'écran où vous pourrez retrouver comment faire une simulation de raccordement. Donc, vous cliquez sur simuler un raccordement et faire une simulation. Et puis, on va pouvoir avancer. Pardon, non, je suis allée trop vite. Excuse-moi, je peux reculer, merci. Et donc, en fait, on va vous demander de positionner là où est votre logement, de rentrer un petit peu dans quel type de raccordement vous voulez faire. Et si c'est un raccordement qu'on appelle simple, ça va vous sortir, vous le voyez en bas à droite, une estimation technique à la fois technique et à la fois du coût que va coûter votre raccordement. Donc là, dans le sujet que dans le test que j'ai fait, on était à un raccordement de 4300, mais ça me paraît un peu beaucoup. C'était pour un raccordement très certainement avec un raccordement à tirer, un câble à tirer. Donc ça, au moins, vous pouvez déjà avoir une première idée. Et toujours à partir de l'espace client, vous pouvez aller sur faire une demande de raccordement. Et là, ça va vous orienter vers le portail raccordement. Donc c'est un autre portail. Et on va vous demander de réaliser votre demande de raccordement. Donc vous cliquerez sur commencer ma demande de raccordement. Et là, comme vous avez normalement déjà de la consommation, vous n'avez plus qu'à cliquer sur produit et production d'électricité pour déclarer votre raccordement en production. Et ensuite, on avance. On va vous demander de renseigner le nom de la commune où se trouve votre projet. Et puis, j'avance encore, voilà. Et c'est là qu'on va vous demander de quel type de projet vous faites. Donc, est-ce que vous faites de l'autoconsommation totale ou vous autoconsommez la totalité? Et donc, dans ces cas-là, il faudra bien choisir le premier choix qui s'offre à vous.
Voilà. Ensuite, on va vous demander de renseigner l'adresse, la puissance installée. Donc là, c'est les éléments techniques, on va dire, qu'on vous demande. Est-ce que le type de raccordement, est-ce que votre compteur est monophasé ou triphasé? Donc ça, c'est des éléments peut-être un petit peu qui peuvent faire peur. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi pour remplir ce document-là. Et voilà, j'en ai fini sur la demande de raccordement. Donc là, c'est en annexe, j'ai mis des petits compléments pour trouver où créer votre compte et quelles étapes vont vous être demandées pour créer votre compte particulier. Voilà, merci beaucoup à Ulysse et à Petra. Eh ben, je vous laisse poser vos questions. Je vois que certaines ont déjà été posées dans le chat. Donc je vais en profiter pour aller les lire tout et énoncer les réponses qui ont peut-être déjà été données euh, par écrit. Alors je vais essayer de trouver où est-ce que c'est. Euh, Question-réponse. Oui. Je crois que Thibaut a déjà répondu à certaines des questions. Voilà. Alors, y aura-t-il une possibilité de télécharger la présentation de la session sur Teams? Alors oui, comme je l'ai dit au départ, on vous enverra tout ça par mail et il y aura le replay du webinaire que vous voyez en ce moment. Alors, la question à l'instant, fait-on cette demande de raccordement Enedis après l'installation des panneaux ou en même temps? Ça, je vais rester Enedis Vous répondre. Oui, vous pouvez tout à fait le faire en même temps ou après, mais je dirais faut pas trop attendre non plus parce qu'on a un délai chez nous qui est l'étude, la phase d'étude. Donc si vous savez que votre panneau va être installé d'ici un mois, vous pouvez tout à fait et que vous avez en votre possession tous les éléments techniques qu'on va vous demander, vous pouvez tout à fait la commencer. Maintenant, si vous préférez attendre que ce soit installé, il n'y a pas de souci. Mais votre panneau, il va, enfin, en fonction de votre projet, il va, si jamais vous vouliez revendre votre production, tant qu'il ne sera pas officiellement mis en service au niveau du raccordement, vous ne pourrez pas valoriser votre production d'électricité. Donc, il y a un petit calcul comme ça à faire en fonction de quand l'installateur va venir réaliser les travaux chez vous et la demande à réaliser chez nous. Donc, je vous conseille en général de l'anticiper dès que vous avez les éléments en votre possession. Très bien, merci. Merci pour cette réponse très claire. Il y a une question sur les batteries physiques. Alors ça, j'ai peut-être plutôt laissé Ulysse répondre là-dessus. Euh, Comme on est aujourd'hui sur la batterie physique, à quel niveau, est-ce que c'est intéressant? Alors, la batterie physique va peut-être être amenée un petit peu à se développer avec l'évolution de l'obligation d'achat et notamment le prix de la vente de surplus qui a diminué. Je donne quelques points d'attention quand même. En France, on a la chance d'avoir un réseau électrique qui marche très bien. Dans certains pays, il y a des coupures de réseau et là, la batterie est totalement pertinente pour être autonome. En France, hormis dans les sites isolés ou les régions isolées où il peut y avoir des coupures occasionnellement, même si nos très chers techniciens d'Enedis viennent faire des opérations rapides. Et j'ai grandi en Ardèche, donc j'ai pu subir un petit peu ça occasionnellement et en général, le réseau revenait vraiment très rapidement. Même là, on pourrait se dire, ah bah oui, les batteries, ça permet d'être autonome, entre guillemets. Déjà, c'est pas toujours le cas. Il faut bien avoir un onduleur qu'on appelle backup, qui permet de déconnecter vraiment l'installation du réseau Enedis, parce que sinon, c'est dangereux d'avoir une installation connectée quand le réseau est censé ne pas être connecté. C'est dangereux pour les techniciens Enedis, justement. Donc ça, c'est le premier point, et ça coûte plus cher d'avoir un onduleur backup. Et donc, j'en reviens au début de mon propos, pardon, qu'en France, on a un réseau électrique qui marche très bien. La transition, c'est un acte qu'il faut voir de façon collective. Donc, on a la chance d'avoir un réseau qui marche bien. Pourquoi vouloir être individualiste? Stocker soi-même son énergie dans sa batterie, ça coûte cher individuellement. Ça a des coûts environnementaux, une batterie qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc, nous, on incite les particuliers à vraiment se poser la question, est-ce que je veux vraiment avoir une batterie? Sachant que la rentabilité économique d'une batterie est pas encore, nous, il faut qu'on fasse encore quelques petits calculs, mais c'est pas si évident que ça. Ça peut dans certains cas, peut-être, je ne ferme pas la porte à ça, mais il faut bien étudier l'aspect pour confirmer la rentabilité, et aussi bien s'assurer que notre installateur est compétent pour installer des batteries. Ça a des risques, comme n'importe quel risque électrique, donc vraiment bien faire attention quand on va installer cette batterie. Voilà, en gros, sur le sujet. Merci de cette réponse très très claire. Il y a une question sur, à part en zone remarquable, donc c'est plutôt zone architecte des bâtiments de France,
y a-t-il un risque de refus de la mairie? Euh, alors, on va pas parler de risque, mais en tout cas, il faut toujours, je pense, prendre ses précautions là-dessus, bien vous renseigner au niveau du PLU de la mairie, ça varie vraiment en fonction des mairies et dans la zone où vous êtes. On ignore parfois qu'on est en zone remarquable. Je pense par exemple par chez nous au parc national de la Vallée de Chevreuse, où il y a des restrictions, ou en tout cas des restrictions, des règles qui sont présentes, et donc il ne faut pas les oublier. En général, les bons installateurs les connaissent, ceux qui ne viennent pas vous démarcher les connaissent. Voilà, si vous avez le moindre doute, tout ça, il faut vraiment pas hésiter à se diriger soit vers votre mairie, soit vers nous. On a aussi des contacts avec l'urbanisme. Euh, donc voilà, n'hésitez pas là-dessus. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Et Thibaut, si je t'en peux vois me d'autres permettre ou de pas? rajouter, Sylvain, euh, même si vous êtes en zone remarquable, donc qu'on dit parfois en zone protégée par les architectes des bâtiments de France, ça vaut quand même le coup de rentrer en contact justement avec ces architectes des bâtiments de France ou avec votre CAUE local. C'est des associations de conseil en architecture et en urbanisme. Et là, peut-être qu'ils auront des requêtes d'implantation de vos panneaux pour accepter le permis de construire, mais ça vaut le coup de négocier avec eux et ils peuvent tout à fait potentiellement accepter. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en zone de patrimoine protégé qu'il ne faut pas, du moins, essayer de faire votre projet photovoltaïque. Et pour voir si vous êtes en zone protégée par les ABF, vous pouvez aller sur le site de l'Atlas des patrimoines et mettre votre adresse et vous verrez si vous êtes en zone ABF ou pas. C'est pas le site le plus ergonomique qui existe. Vous verrez. Mais ça permet quand même de savoir si on est en zone ABF ou pas. Tout à fait. Et puis bah, j'en profite parce que c'est un service qui est vraiment intéressant. L'ABF, qui est sur le secteur de Paris-Saclay, fait des permanences à Gif-sur-Yvette. Et il me semble aussi à Palaiseau, mais peut-être que je me trompe sur Palaiseau. Donc, faut pas hésiter à s'inscrire à ces permanences avec un projet quand même un peu construit pour bah, déjà dialoguer, comme l'a dit Ulysse, en amont avec l'ABF. C'est un point qui peut être intéressant et on a ce service, donc autant en profiter. Alors, sur les questions. Alors oui, il y a une dernière question. Est-ce que des kits comme Zendur peuvent constituer une bonne alternative? Alors Zendur, je suppose que c'est du plug and play. Ulysse, est-ce que tu connais ou pas? Je ne connais pas et je ne peux pas me permettre de donner des points de vue directement sur des marques en particulier. Je reste neutre. Je vous donne les clés de compréhension pour décider par vous-même, mais je peux pas je connais pas. Et même si je connaissais, je ne peux pas vous donner un avis positif ni négatif là-dessus. Voilà, Désolé. effectivement, c'est des kits plug and play. Bah, du coup, je vous laisse vous retourner vers ce qu'on a dit tout à l'heure sur les kits plug and play. Normalement, on vous a donné les clés de compréhension. Puis si vous avez des questions, monsieur qui pose la question, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un mail. On pourra prendre un petit temps au téléphone pour discuter de ça calmement. Voilà, je crois qu'on est tout bon. Bah, j'en profite pour remercier encore une fois Espul et Enedis sur leur participation. Et comme vous pouvez le voir, je remets mon diapo. Si vous avez la moindre question, il y a un numéro de téléphone de la LEG, donc il ne faut pas hésiter. Il y a notre site aussi, où vous pouvez aussi poser des questions via le questionnaire. Donc voilà, nous en attendant, on vous envoie les diapositives. Et si encore une fois vous avez la moindre question, ben, en retour du mail, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée à Merci à vous, tous. bonne soirée. Au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir. Soirée.